Paris, une ville que l'on croit connaître, ses monuments, ses cafés, ses lumières. Mais sous cette carte postale familière se cache une autre ville. Une ville faite de lieux effacés, de bâtiments disparus, de couloirs interdits et d'histoires qu'on a préféré enterrer plutôt que raconter. Dans la première partie de cet iceberg, nous avons effleuré la surface. Des mystères déjà troublants, mais encore visibles, encore racontables. Cette fois on descend plus bas. Bienvenue dans la partie 2 de l'iceberg des mystères de Paris. À ce stade de l'iceberg, on entre dans une zone où les certitudes disparaissent. Les histoires deviennent plus rares, moins racontées, parfois volontairement oubliées. Elles ne relèvent plus du simple folklore, mais de faits troublants, mal documentés ou volontairement laissés dans l'ombre. Entamons une plongée dans les profondeurs. Dans les profondeurs de cet iceberg, on ne trouve plus des récits populaires, ni même ceux que l'on raconte parfois dans les livres ou les articles. Ici, les histoires sont extrêmement peu connues, parfois absentes de toute mémoire collective. Elles ne circulent que par fragments, à travers de vieux témoignages, des archives incomplètes ou des récits transmis de bouche à oreille. Plongeons à présent dans les profondeurs. Il y a des rues à Paris qui ont un nom, et puis il y a des rues qui finissent par avoir une réputation. La rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, est souvent appelée, dans certains articles et récits, la rue maudite. Pas parce qu'elle serait ancienne, tordue ou sinistre, au contraire. C'est une rue plutôt calme, résidentielle, presque banale. Sauf qu'à force, l'histoire lui a collé 3 dates. 3 faits divers, réels, documentés, et incroyablement médiatisés. Le premier choc survient le 25 avril 1975. Ce matin-là, Mike Brandt, star de la chanson, est retrouvé mort, au pied du 6 rue Erlanger, après une chute. Cette adresse devient instantanément un point noir de la mémoire populaire. Deuxième date, 11 juin 1981. Au 10 rue Erlanger, un étudiant japonais, Issei Sagawa, commet un meurtre, suivi d'actes de cannibalisme qui deviendra l'un des faits divers les plus glaçants associés à Paris, au point que la presse et les rétrospectives continueront d'y faire référence des décennies plus tard. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce qui compte, c'est que cette adresse-là s'inscrit à son tour dans une forme de carte des lieux maudits, construite par l'actualité. Une histoire que j'ai traitée dans une vidéo que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Puis arrive le troisième choc, celui qui, pour beaucoup, scelle la légende. La nuit du 4 au 5 février 2019, un incendie ravage un immeuble au 17 bis rue Erlanger. Le bilan est effroyable, 10 morts. L'enquête établira qu'il s'agit d'un incendie criminel, et le procès aboutira ensuite à une condamnation. Là encore, ce n'est pas un mythe, ce sont des faits. Et c'est ici que naît, ou plutôt renaît, cette idée de malédiction. Parce que quand une même rue porte, dans la mémoire collective, la mort d'une star, un meurtre devenu tristement célèbre, puis un incendie meurtrier, l'esprit humain fait ce qu'il fait toujours. Il cherche un fil conducteur. Alors la rue Erlanger devient un symbole. On la regarde autrement, on la raconte autrement. Certaines publications iront jusqu'à la qualifier comme la rue la plus maudite de Paris, en alignant ces drames comme s'ils formaient un motif. Sinon, il y a une super boulangerie au bout de la rue. À Paris, certaines rues ont disparu. Mais certaines histoires refusent de partir avec elles. La rue des Noyers n'existe plus aujourd'hui. Elle a été effacée par les grands travaux du quartier latin au début du XXe siècle. À l'époque, c'était une rue étroite, populaire, à 2 pas de la Sorbonne, remplie de petits logements. C'est là, dans un appartement ordinaire, que se produit l'un des cas de poltergeist les plus violents jamais rapportés à Paris. Au début, les phénomènes semblent presque banals. Des objets qui tombent, des bruits secs contre les murs, des meubles déplacés. Mais très vite, l'activité devient incontrôlable. Des pierres, des ustensiles, des morceaux de plâtre sont projetés à travers la pièce. Pas lentement, pas au hasard. Avec une force suffisante pour briser des vitres et provoquer des blessures légères. L'appartement devient invivable. Les voisins accourent. Ils voient les projectiles voler. Ils fouillent les pièces. Ils inspectent les murs, les fenêtres, le plafond. Rien ne permet d'expliquer ce qu'ils observent. La police est appelée. Les agents constatent les dégâts, interrogent les occupants, surveillent les lieux. Et pourtant, les phénomènes continuent,
parfois même sous leurs yeux. Un détail revient sans cesse dans les témoignages. Les objets semblent viser une seule personne, une jeune occupante du logement, autour de laquelle l'activité est plus intense. Lorsqu'elle quitte l'appartement, tout s'arrête. Lorsqu'elle revient, ça recommence. C'est un schéma bien connu dans les affaires de poltergeist. Mais ici, ce qui frappe, c'est le niveau d'agressivité. Il n'y a pas de voix, pas de disparition, pas de message. Seulement une violence répétée, ciblée et silencieuse. Les hypothèses rationnelles sont évoquées. Canular, jet depuis l'extérieur, hystérie collective. Aucune ne convainc totalement. Les angles d'impact ne correspondent pas, les pièces sont trop petites. Et surtout, personne n'est jamais pris sur le fait. Finalement, l'affaire ne connaîtra aucune conclusion officielle. Pas d'explication définitive, pas de révélation tardive. Avec le temps, la rue des Noyers disparaît du plan de Paris. Mais son histoire survit dans les ouvrages et chroniques consacrés aux phénomènes inexpliqués. Et c'est peut-être ça le plus troublant. Ce poltergeist n'est pas apparu dans un manoir isolé, mais au cœur de Paris, dans un quartier d'étudiants, de penseurs, de rationalité, un endroit où personne ne voulait croire à ce genre de choses. Derrière une façade calme du 5e arrondissement de Paris, nichée entre les bâtiments universitaires et l'effervescence étudiante, se cache un lieu qui a longtemps fasciné et parfois effrayé ceux qui l'ont franchi. Le musée Dupuytren, ancien temple de l'anatomie pathologique fondé en 1835. Ce musée, ce n'est pas un simple lieu d'exposition. C'est une capsule du bizarre, du mystérieux et du profond, un endroit où la science rencontre l'étrange. Dans ces vitrines, pendant plus d'un siècle, ont été rassemblés des milliers de spécimens issus des entrailles de la vie elle-même. Squelettes torturés par la maladie, organes figés dans des bocaux de liquide translucide, malformations invraisemblables, émoulages en cire représentant des corps difformes. Les collections pouvaient compter jusqu'à 6000 pièces, certaines si dérangeantes qu'elles semblaient tout droit sorties d'un rêve cauchemardesque. Bizarre. Dégueulasse. En entrant dans ce musée à l'ancienne, aujourd'hui fermé au public depuis 2016, mais encore accessible aux chercheurs sur demande, on ne trouvait pas de salle lumineuse et moderne, non. On se retrouvait face à une archive de la souffrance, de la curiosité humaine et des mystères du vivant. Un endroit où les bocaux brillant sous la lumière semblaient murmurer une histoire oubliée. Parmi les artefacts étranges figuraient non seulement des fœtus mal formés, des cyclopes, des siamois et des corps atteints de pathologies rares, mais aussi de cerveaux conservés, notamment ceux qui ont permis à des chercheurs comme Paul Broca de comprendre les zones du langage dans le cerveau humain. Les visiteurs d'autrefois parlaient parfois de ce musée comme d'un cabinet de curiosité morbide, un endroit où la frontière entre science et spectacle devenait floue. Certains venaient par intérêt médical, d'autres par fascination macabre, d'autres encore par pure curiosité envers ces figures humaines figées dans le temps. Et puis il y a ces pièces qui semblaient défier toute rationalité. Des entités à deux têtes, appelées parfois monstres doubles, des fœtus fusionnés en une seule forme, des crânes disproportionnés ou des organes semblant danser dans leur bain de conservation. Chaque spécimen avait une étiquette, une histoire gravée, parfois aussi ancienne que la maladie qu'il représentait. Aujourd'hui, même si les vitrines silencieuses ont été remisées, l'aura du musée Dupuytren persiste dans l'imaginaire collectif. Un lieu où la science a osé regarder l'invisible, où la maladie a été figée pour l'éternité, et où l'on peut encore se demander, à mi-chemin, entre fascination et frisson, ce qui rend le vivant si étrange, si fragile et parfois effroyablement beau. Le seul musée où personne ne demande la boutique des souvenirs. Le 16 mai 1937, à Paris, une rame de métro arrive en station. À l'intérieur, une seule passagère, assise en première classe. Elle est morte. Son nom est Laetitia Thourot, 29 ans. Elle a été poignardée en plein cœur, dans un wagon fermé de l'intérieur, entre porte de Charenton et porte dorée. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, et surtout, personne n'est monté dans le wagon avec elle. Le meurtre est immédiat, précis, silencieux, aucune trace de lutte, aucun cri signalé par les autres voyageurs. Très vite, l'affaire obsède la police et la presse, parce que le décor est impossible, un espace clos, en mouvement, sous surveillance relative, et un assassin qui disparaît sans laisser de traces. Mais le mystère ne s'arrête pas là. En enquêtant sur la victime, les policiers découvrent que Laetitia Thourot menait une double vie, voire une triple vie. Officiellement, elle est ouvrière italienne, modeste, sans histoire. Mais les investigations révèlent qu'elle fréquentait aussi des milieux politiques, des cercles antifascistes, et qu'elle aurait servi d'informatrice,
Peut-être pour la police française. Nous sommes en 1937. L'Europe est sous tension. Les réseaux fascistes italiens, les opposants de Mussolini, les services de renseignement, tout se croise à Paris. Laetitia Tourou se trouvait-elle au mauvais endroit? Ou savait-elle quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir? Plus troublant encore, l'arme du crime n'est jamais retrouvée, et aucun suspect n'est formellement identifié. Des pistes sont explorées, politique, espionnage, crime, commandité, mais aucune ne mène à une conclusion. L'affaire devient un symbole, celui d'un meurtre parfait, commis en pleine ville, en plein jour, sans témoin direct, sans aveu. Des décennies plus tard, historiens et journalistes continuent d'examiner le dossier. Certains penchent pour un assassinat politique, d'autres pour une exécution ciblée, soigneusement préparée. Mais la vérité, elle, reste enfermée dans ce wagon de métro. Imaginez une scène à Paris, où le dimanche, des familles se promènent et terminent leur balade devant une vitrine. Sauf que derrière la vitre, ce ne sont pas des vêtements, ce sont des corps humains. Au XIXe siècle, la morgue de Paris est un lieu ouvert au public, gratuit, et devenu une attraction étrange, presque une sortie touristique. Des curieux s'y pressent pour voir des cadavres non identifiés exposés derrière une vitre, dans l'espoir, officiellement, de les reconnaître. Le principe à la base n'est pas un spectacle, c'est une méthode d'identification. On retrouve un corps dans la Seine ou dans la rue, personne ne sait qui c'est, et on l'amène à la morgue. Là, on l'expose pour que quelqu'un puisse dire « je le connais ». On expose aussi les vêtements ou effets personnels, justement pour aider à l'identification. Mais dans la réalité, l'endroit finit par attirer bien plus que des proches inquiets. La morgue devient un lieu où l'on vient par curiosité, pour voir, pour frissonner. La presse de l'époque en parle, et les historiens du sujet décrivent clairement cette transformation. L'identification se mélange à une fascination publique pour la mort, pour la violence et les faits divers. La plus célèbre, celle qui marque les imaginaires, se trouve sur l'île de la Cité, quai de l'Archevêché, construite en 1868. À l'intérieur, une salle d'exposition, une vitre, une barrière, et des corps présentés sur des tables inclinées pour que les visiteurs puissent voir les visages. Et là, on touche à quelque chose de profondément parisien, le mélange du macabre et du quotidien. Parce qu'on ne parle pas d'un lieu secret, on parle d'un endroit où l'on peut entrer librement, comme on irait au jardin ou au musée. Avec le temps, le débat enfle. À quoi ça sert vraiment? Est-ce que ça aide encore à identifier, ou est-ce que c'est devenu une vitrine morbide? La question de la dignité des morts et de ce que voient les enfants revient souvent, et l'idée d'hygiène morale apparaît dans les discussions. Et puis arrive la fin. En mars 1907, le préfet de Paris, Louis Lépine, décide d'interdire l'accès du public à la salle d'exposition. La morgue n'est plus censée être un lieu de curiosité. À partir de là, il faut une autorisation spéciale pour entrer. La morgue du quai de l'Archevêché continuera d'exister encore un temps, mais l'époque des vitrines publiques, elle, est terminée. On entame à présent la quatrième et dernière partie de cet iceberg, les abysses, avec des histoires plus sombres ou moins connues des mystères de Paris. Il fut un temps où, dans le 16e arrondissement de Paris, une grande maison bourgeoise, au 21 rue Le Sueur, semblait n'être rien d'autre qu'un hôtel particulier ordinaire. Mais derrière ces murs élégants, dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, se joue l'un des épisodes les plus horrifiants de l'histoire criminelle française. Ce lieu, loin des récits romancés, devint le théâtre d'une véritable machinerie de mort orchestrée par un homme respecté, le docteur Petiot. À partir de 1942, profitant du chaos de l'occupation allemande et de la terreur que faisait régner la Gestapo, Petiot se fit passer pour un sauveur. Un médecin prêt à aider les persécutés à fuir vers l'Argentine contre argent et bijoux. Des familles entières, des personnes isolées, convaincues par ses promesses, se présentèrent de nuit à cette adresse, valises et espoir en main. Mais cette façade d'humanitarisme dissimulait un cauchemar. Les pompiers, alertés le 11 mars 1944 par des voisins incommodés par une odeur pestilentielle et de la fumée, pénètrent dans la maison. Dans la cave, ils découvrent l'impensable. Des restes humains dépecés, des corps empilés, prêts à être brûlés dans un fourneau encore allumé, et des centaines d'effets personnels, valises, vêtements, objets divers, appartenant à des victimes désormais disparues. Dans ce sous-sol, le décor était d'une froide précision. Des pièces aménagées, avec des doubles portes, des chambres hermétiques, équipées de Judas, un puits de chaux vive destiné à dissoudre ce qui restait des corps, autant de signes d'une horreur méthodique plutôt que d'actes isolés. Sauvagement, Petiot avait transformé ce qui aurait dû être un refuge en un labyrinthe morbide, piégeant ceux qui rêvaient de liberté. Lorsqu'il entra sur les lieux, pendant l'intervention,
Il réussit d'abord à convaincre les policiers que ce n'étaient que des cadavres de nazis qu'il s'apprêtait à faire disparaître, ce qui suffit à lui laisser la liberté provisoire. Mais la vérité finit par émerger, portée par les constats d'enquête et les témoignages des faits identifiés, y compris des objets personnels d'un petit garçon disparu avec ses parents. Enfin localisé, Petiot fut arrêté le 31 octobre 1944, jugé à Paris et condamné à mort pour au moins 24 des 27 assassinats établis, même s'il revendiquait jusqu'à 63 victimes. Après sa condamnation et son exécution en mai 1946, le sort de l'hôtel particulier du 21 rue Le Sueur fut tragiquement banal et pourtant lourd de sens. Il fut démoli dans les années 50, rasé pierre par pierre, remplacé par un immeuble de bureaux moderne qui n'évoque rien de l'horreur qui s'est déroulée ici. Le 46 boulevard Aix-Selmans, dans le 16e arrondissement de Paris, c'est à cette adresse que Claude François, une des plus grandes stars de la chanson française des années 60-70, a trouvé la mort le 11 mars 1978, à seulement 39 ans. Ce jour-là, dans l'après-midi, chez lui, dans la salle de bain de son appartement, l'artiste prend une douche avant de se rendre à un enregistrement télé. Il remarque une applique électrique au-dessus de la baignoire, légèrement de travers, et tente de la remettre en place. Malheureusement, ses doigts entrent en contact avec des fils électriques partiellement dénudés, et il est électrocuté. Ah ça c'est de bon goût ça. Malgré les efforts de sa compagne et des secours, il succombe peu après. Autour de ce décès réel et documenté se sont greffés, au fil des décennies, rumeurs et récits plus mystérieux. Certains médias et blogs ont raconté que l'ancienne propriétaire de l'appartement, celle avant Claude François, aurait mis fin à ses jours dans cette même salle de bain, en s'ouvrant les veines, ce qui, pour les amateurs de théories étranges, ajouterait un goût de fatalité au lieu. Après la mort de Claude François, un acquéreur aurait même décidé de faire des travaux, pour changer le sort, en investissant, remplaçant la salle de bain et la chambre. Selon certaines versions rapportées par des biographies, ou des publications grand public, cette personne serait décédée plus tard d'une crise cardiaque ou aurait eu une fin tragique au sein de l'appartement. Ces récits, la propriétaire s'étant donné la mort, l'appartement maudit, le remaniement sans effet, font partie de ce qu'on pourrait appeler la légende urbaine autour du lieu. Aujourd'hui, le nom de Claude François reste associé à cette adresse. Et une place Claude François a même été inaugurée à proximité, non loin du boulevard Aix-Selmans. Au final, le mystère du 46 boulevard Aix-Selmans n'est pas celui d'un surnaturel avéré, mais plutôt celui d'une fusion entre tragédies vraies et des récits populaires qui ont grandi autour d'elle. Un exemple parfait de la façon dont un lieu peut devenir légendaire à cause d'un simple accident. Imaginez un Paris médiéval où, avant l'éclairage des rues et les trottoirs pavés, un spectacle macabre se dressait au sommet d'une butte, visible de loin par tous les habitants de la ville. Ce lieu infernal, c'est le fameux gibet de Montfaucon, l'un des symboles les plus terrifiants de la justice royale française, et pendant des siècles, le principal gibet de Paris. Montfaucon n'était pas un simple poteau isolé, c'était une construction imposante, une sorte de parallépipède monumental avec 16 piliers, élevé sur la butte qui dominait les faubourgs du nord-est de la ville. Là-bas, les condamnés à mort n'étaient pas seulement exécutés, leurs corps étaient exposés au vent, aux corbeaux et à la vue de tous, parfois pendant des mois, voire des années, pour servir d'avertissement vivant, ou mort, à ceux qui songeaient à transgresser la loi. Les origines de cet édifice remontent à l'époque médiévale. C'est au début du XIVe siècle que le gibet prend sa forme la plus connue, un véritable monument de la peine capitale, sculpté dans la pierre et le bois. On y pendait non seulement de simples criminels, mais aussi des traîtres, des rebelles, des opposants politiques, parfois même des figures influentes, dont les cadavres restaient suspendus pour que nul n'oublie la puissance du roi. Le gibet était une véritable machine à effrayer et à instruire. Certains jours, on pouvait y voir jusqu'à 50 ou 60 cadavres suspendus en même temps, décomposés, séchés par les intempéries, attirant oiseaux et charognards dans un tableau aussi grotesque qu'éloquent. Et pourtant, malgré son rôle central dans la justice de l'Ancien Régime, aucune trace visible du gibet ne subsiste aujourd'hui. Il fut rendu obsolète avec l'avènement d'Henri IV et la fin des guerres de religion, progressivement abandonné sous Louis XIII, puis démoli en 1760. Les vastes terrains qui l'entouraient, autrefois silencieux et remplis de supplices, ont été transformés au fil du temps, jusqu'à devenir, plus tard, des espaces urbains complètement banals. Ce qui reste du gibet de Montfaucon aujourd'hui, ce sont les descriptions horrifiques des chroniqueurs, les enluminures médiévales et les mots des écrivains. Victor Hugo évoque l'endroit
comme un profond charnier où tant de poussière humaine et tant de crimes ont pourri ensemble, plaçant en Montfaucon aux côtés d'autres images terrifiantes de l'histoire judiciaire française. En Europe, du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, un pigment sombre et riche, appelé le brun momie, était très prisé. Un brun bitumeux, à mi-chemin entre l'ombre et le sang un peu vieux. Ce pigment était fabriqué à partir de restes humains momifiés, notamment de momies égyptiennes, broyées, mêlées à de la résine, de la myrrhe et de la cire blanche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon plusieurs sources, après la Révolution française et la profanation des tombeaux royaux, les cœurs de certains princes et princesses, notamment issus de la famille Bourbon, furent extraits, récupérés et vendus pour la fabrication de pigments. Un article évoque qu'en 1793, l'architecte Louis-François Petit-Radel aurait mis en vente ses cœurs royaux, dont ceux de Louis XIII et Louis XIV, en les cédant à des fabricants de pigments. C'est dans ce contexte que la toile de Martin Drolling, appelée l'intérieur d'une cuisine, prend une dimension presque macabre. On lui prête l'usage, plutôt explicite, de ce pigment fabriqué à l'aide de cœurs royaux. Il est quasiment certain que Drolling ait utilisé des cœurs de la famille royale, réduits en nuances de peinture. Des cœurs momifiés des membres de la famille royale ayant été pillés durant la terreur de la Révolution. Imaginez, chaque coup de pinceau, chaque nuance de brun, comme un reliquat de vie. Des cœurs qui battaient, des regards qui aimeraient encore voir, maintenant broyés, fondus, étalés sur la toile. La cuisine tranquille devient un hôtel secret, de sang royal, qui a été réduit en poudre et suspendu dans l'huile pour former ce pigment. Et la scène vous paraît alors différente. Les casseroles et les chiffons ne sont plus simplement des objets de cuisine, mais les témoins muets d'un rituel de transformation. Le brun profond qui recouvre certains ombrages n'est pas seulement un choix esthétique, mais une matière chargée d'un poids historique, d'une matière presque sacrifiée. Le détail naît d'un mélange entre le domestique et le sacré, entre la banalité d'un intérieur de cuisine et la terreur d'un matériau issu de la mort. Le peintre, Drolling, avait ainsi posé devant lui non seulement une nature morte vivante, mais un matériau dont l'origine touchait à la royauté, à la profanation, à la mémoire et à la transgression. À chaque éclair de lumière sur la toile, on peut presque entendre le battement d'un cœur jadis vivant, devenu pigment. Ce paradoxe fait vaciller l'œil et l'esprit. Une cuisine sereine, portée par un secret sombre, comme quoi le recyclage, c'est pas si nouveau. Le pigment brun momie finit par tomber en désuétude. Non seulement pour ses qualités techniques médiocres, mais surtout pour l'horreur de sa provenance, quand celle-ci fut divulguée. Arrivé au fond de cet iceberg, une chose devient claire. Paris n'est pas seulement une ville de lumière. Derrière ses façades élégantes, ses ponts, ses musées et ses places célèbres, se cachent des histoires sombres, parfois dérangeantes. Des lieux effacés, des événements oubliés et des mystères qui n'ont jamais vraiment trouvé de réponse. Mais ces ombres ne définissent pas Paris à elles seules. Elles font partie de ce qui la rend unique, car Paris est aussi une ville magnifique, riche en art, en culture, en révolution, en science et en création. Une ville qui a traversé les siècles, qui a vu naître des chefs-d'œuvre, comme des tragédies, et qui continue d'évoluer sans jamais effacer complètement son passé. Explorer ces mystères, ce n'est pas salir son image, c'est au contraire comprendre à quel point cette ville est vivante, complexe, humaine et profondément fascinante. Si cet iceberg vous a donné envie de regarder Paris autrement, de lever les yeux, ou parfois de regarder sous vos pieds, alors le voyage en valait la peine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et un boost. Je vous invite aussi à la partager et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et surtout activer la cloche, pour être tenu des notifications et savoir quand je sors une vidéo. Pour plus de soutien, vous pouvez devenir membre de la chaîne. C'est un tout petit abonnement qui pourtant moi m'aide beaucoup. Et pour plus de soutien, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee, le lien est dans la description. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.